acharné et d'une manipulation des masses. Tout comme depuis la cellule du coup d'État jusqu'à la conduite de la transition, ce pouvoir n'a été marqué dans sa conduite, dans son exercice, que par des incohérences. Incohérences à prétendre mettre un terme à un système tout en maintenant en place l'essence même de ce système. Incohérence à prétendre réformer les institutions tout en gardant la même architecture institutionnelle sans rien changer au fonctionnement de ces institutions. En définitive, il convient de constater que lorsque ce pouvoir prétend agir dans un sens, c'est plutôt dans le sens contraire que se situe son action. Pour en venir à la traditionnelle allocution du 17 août, on y a magnifié l'indépendance, on y a magnifié la souveraineté, on a rendu hommage au père fondateur. Mais rien n'a été dit sur l'île Banié. Comment peut-on célébrer l'indépendance en fanfare sans rien dire sur la situation exacte à ce jour de l'île Banié après la décision de la Cour internationale de justice? A-t-on définitivement perdu cette île? Il faut qu'on nous dise. Et qu'en est-il des territoires, des localités situées non loin de Mbomo, Mongomo et Bébéine, dont on nous avait dit avec triomphalisme qu'elles allaient maintenant entrer au Gabon? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en est-on avec la fameuse commission dédiée au suivi de ce dossier? Le peuple gabonais veut savoir. Le silence dans ce domaine n'effacera pas la blessure profonde que constitue pour notre pays et son peuple la perte de Mbagnié. Mesdames et messieurs, de tout acte, on nous annonce la fin de la géopolitique, car elle n'aurait pas atteint son objectif. Il s'agit là d'une condamnation posthume d'Omar Bongo Ondimba, dont une grande partie du legs politique se trouve ainsi jeté aux orties par quelqu'un qui revendique être son fils spirituel. Cette déclaration est d'autant plus surprenante qu'elle semble opposer géopolitique et compétences. Est-ce à dire que ceux qui ont été nommés sur la base de la géopolitique n'étaient pas ou ne sont pas compétents? Faut-il penser que la géopolitique n'a promu et ne promeut que des incompétents notoires? La décision de mettre fin à la géopolitique semble aller de pair avec celle concernant la remise en cause de l'autochtonie. Dans ce cas, sur quelle base ont été nommés les délégués spéciaux des différentes communes du Gabon, si ce n'est sur la base de la géopolitique? Quelle cohérence y a-t-il à avoir nommé les généraux Rapochombo, Rizogo, Bibaï, Badinga, respectivement à la commune de Libreville, de Port-Gentil, de Lambaréné, de Tchibanga, dont ils se trouvent être tous originaires? On me répondra que ces nominations ont eu lieu avant la déclaration du 17 août, soit.
Mais alors, pourquoi avoir procédé aux investitures des candidats des deux partis du président, ces deux partis que sont l'UDB et le PDG? Ces investitures ont tenu compte de quoi? Si ce n'est de la géopolitique, de l'origine ethnique et spatiale de chaque candidat. Si l'heure est vraiment à la fin de la géopolitique, il aurait fallu montrer l'exemple en investissant par exemple à Bitam une tête de liste originaire de Franceville pour la mairie de Bitam, en investissant à Okonja un pur originaire d'Oyem. Là, on aurait su qu'il s'agit effectivement de renverser la table. Mais ici comme ailleurs, les faits contredisent la parole. Les réformes, mes chers compatriotes, notre pays en a besoin. Et elles ne peuvent se réduire à quelques discours populistes et démagogiques. Je ne suis pas un partisan de la géopolitique, loin s'en faut. Cependant, il me semble utile de rappeler que les changements dont notre pays a besoin doivent s'opérer dans la concertation et dans l'implication de toutes les parties prenantes. S'agissant particulièrement du cas de Libreville, il nous faut nous poser la question de savoir si la capitale de notre pays est une commune au même titre que les autres communes du Gabon. Si la réponse est oui, alors respectons le principe d'autochtonie qui prévaut dans les autres villes du Gabon. Si la réponse est non, alors accordons un statut particulier à Libreville, lié notamment à sa position de ville cosmopolite, de ville capitale. Ce statut particulier devrait également poser la question des autres villes cosmopolites de notre pays, telles que Port-Gentil, Moanda, Lambaréné et même Doum. Si l'on doit donc considérer que l'autochtonie n'a plus sa place en République, comment justifier alors qu'au mois de juin dernier, tout se soit arrêté à Libreville, au Vendo et à Kanda pour permettre à une communauté de Libreville d'honorer ses traditions et sa culture? Est-ce que la République à ce moment-là n'existait pas? Est-ce que la République avait oublié à ce moment-là qu'elle ne peut pas se soumettre aux règles de l'autochtonie? En un mot, déterminons au préalable le statut des villes cosmopolites. Accordons à Libreville un statut particulier avant de décider du mode de désignation des maires et in fine de la place des autochtones. Chercher à balayer d'un revers de la main des problématiques aussi profondes et complexes serait une erreur. Dans la même allocution, nous découvrons qu'il est désormais question de relancer l'économie par le biais d'un plan appelé plan de développement communautaire. Sans revenir sur les différents programmes et les plans annoncés depuis le début de la transition, mais jamais sans bilan, cet énoncé pose un problème de concordance à ce que prévoit la Constitution. En effet, la République gabonaise est une et indivisible. Elle ne reconnaît que le citoyen et le peuple souverain comme notions essentielles pour consacrer son développement. Notre organisation administrative, quant à elle, consacre le territoire et la collectivité comme entités à partir desquelles se conçoit le développement. Vouloir donc engager le développement à travers les communautés, notion mal définie et potentiellement inflammable lorsqu'elle renvoie au communautarisme, constitue un grave danger pour l'équilibre de notre nation. La seule fois et l'unique fois où la Constitution fait référence à la notion de communauté, c'est lorsqu'elle parle des communautés religieuses. Il n'y a pas
dans la constitution gabonaise de communauté ethnique. Il n'y a pas dans la constitution d'énoncé clair de ce qu'est l'ethnie gabonaise. Il n'y a pas une liste gabonaise des ethnies dans la constitution. On aurait pu donc s'attendre à ce qu'un bilan nous soit présenté des 7 milliards de francs CFA alloués à chaque province du Gabon. Mais on a peine à voir le moindre développement à partir de cette enveloppe budgétaire. Au lieu de quoi, on nous sert un fumeux plan. L'objectif économique d'atteindre 10% de taux de croissance sans en fixer ni le cap, ni l'horizon, ni les mécanismes, cet objectif interroge également, car il se situe à rebours des prévisions de toutes les institutions financières internationales. Comment et par quel miracle va-t-on passer de 2,5% de croissance aujourd'hui à 10% de taux de croissance lorsque les capacités d'investissement de l'État sont plombées par une dette publique dont le poids est de plus en plus important, et que, dans le même temps, la trajectoire des finances publiques manque de lisibilité et de prévisibilité? Comment attirer les investisseurs lorsque le ministre de l'économie se trouve depuis 100 jours empêtré dans un conflit d'intérêts jamais vu nulle part ailleurs? Ministre de l'économie, PDG de BGFI, président du conseil d'administration de la BVMAC, et que par ailleurs il peut affirmer que le ministre ce n'est qu'un CDD. Que fait-il encore au gouvernement? Comment attirer les investisseurs lorsque plus de 95% des marchés publics sont accordés de gré à gré, en violation de la loi et au mépris des principes de gouvernance et d'éthique propres à la lutte contre la corruption? Il y a incohérence au plan social lorsque l'on s'étonne du peu d'engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat, alors même que ces jeunes n'ont reçu aucune formation dans ce domaine et que l'accès au financement reste encore problématique. Comment s'en étonner lorsque 150 000 dossiers ont été récupérés et traînent dans les tiroirs de la fonction publique? Comment s'en étonner lorsque tout concours donne lieu aujourd'hui à des contestations car magouille à la base? Comment s'en étonner lorsque on parvient à réduire l'enveloppe allouée aux bourses d'études et que dans le même temps, on ne pourra plus envoyer des enfants apprendre en France, au Canada et aux États-Unis? Comment s'étonner alors que les jeunes Gabonais se sentent abandonnés? Comment, alors que l'on prétend prendre en compte la jeunesse, comment mettre en terme, rompre avec la tradition léguée par Léon Mba de financer les études à l'étranger, tradition maintenue par Omar Bongo et Ali Bongo? Comment le comprendre lorsque, dans le même temps, un discours démagogique avait rétabli les bourses au secondaire sans calculer l'impact sur le budget de l'État? Mesdames et messieurs, comment passer sous silence les difficultés sociales auxquelles se trouvent confrontées nos populations dans le domaine de l'emploi, de la santé et du pouvoir d'achat? Je rappelle que la proposition d'ensemble pour le Gabon est d'instaurer des minima sociaux et nous réitérons ici cette proposition. Le Gabon se doit d'accompagner sa jeunesse, ses diplômés sans emploi, les personnes du troisième âge, les personnes en situation de difficulté sociale. Nous demandons en outre la revalorisation des salaires et des pensions de retraite et leur indexation à l'inflation. Quant à la démocratie qui a été évoquée comme un remplissage du discours, c'est le dernier point de notre intervention ce matin. Elle ne saurait être un vœu pieux. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Or, il est manifeste que la liberté accordée à certains aujourd'hui, c'est celle d'invectiver et d'injurier les opposants, quitte à être rémunérés en contrepartie. Quant aux journalistes et aux activistes qui osent remettre en cause la gouvernance actuelle, ils sont traqués et menacés lorsqu'ils ne sont pas simplement jetés en prison. Certains activistes ont vu leurs adresses dévoilées sur les réseaux sociaux. Certains ont reçu des menaces. Cela n'est pas acceptable et nous le dénonçons publiquement. Comment parler de démocratie lorsque la justice n'est pas indépendante et qu'elle se trouve systématiquement instrumentalisée?
Les témoignages de la famille Ali Bongo, comme ceux de Bla, montrent bien que de temps à autre, et de temps à autre, la justice est instrumentalisée dans le silence total du ministère de la Justice et du pouvoir. Comment parler de démocratie lorsque les partis politiques et les candidats de l'opposition ne bénéficient d'aucun financement public? Mes chers compatriotes, alors que les 100 premiers jours de l'exécutif sont marqués par les célébrations qui masquent les difficultés sociales des populations, alors que l'autosatisfaction s'empare des dirigeants, au point d'imaginer des solutions périlleuses pour l'équilibre de la nation, j'appelle au ressaisissement et je formule 4 propositions. La première, qu'un groupe de travail soit mis en place et des consultations populaires engagées afin de déterminer le statut de libre ville et des villes cosmopolites comme préalable à la remise en cause de l'autochtonie. Naturellement, la mise en place de ce groupe de travail et les consultations nécessaires, j'insiste sur les consultations nécessaires, peuvent amener à revoir la date des élections, si et seulement si l'exécutif veut véritablement résoudre ce problème de manière durable et responsable. Deuxièmement, qu'il soit mis en place des minima sociaux afin de soutenir les populations en difficulté. Au regard de l'érosion accélérée du pouvoir d'achat des ménages, ces 2 dernières années, les prix sur le marché ont augmenté en moyenne de 30 à 50%. Pour certaines denrées alimentaires, nous en sommes à 300% du prix de départ. Il n'est plus possible de fermer les yeux. Il s'agit donc de penser à augmenter les salaires, les pensions de retraite, en même temps qu'il faut instaurer une prime de rentrée scolaire pour tous les enfants des familles défavorisées. En troisième lieu, pour compenser l'arrêt du financement de bourses à l'étranger, et notamment dans les pays occidentaux, je propose et je demande que soit construite une extension de l'université Omar Bongo en PPP sur le site actuel de Plein-Oriti, derrière l'Assemblée nationale et derrière la RTG. Puisqu'il a été dit que c'est pour intérêt public, qu'on ne laisse pas les Libanais construire à cet endroit et qu'on fasse une extension de l'UOB et que cette extension permette d'avoir sur le territoire national les formations que les enfants avaient à l'étranger avec des enseignants qualifiés, universités aux dimensions internationales. Qu'il soit enfin institué un financement clair de la démocratie. Oui, mesdames et messieurs, la démocratie a un coût. Et il n'est pas possible de ne financer que les partis du président. Car personne ne peut me convaincre de ce qu'un parti, né il y a un mois, a pu payer les cautions de 143 candidats à la députation, si ce n'est financement public ou des fonds publics. Nous remettons cela en cause et nous demandons que tous les partis politiques et que tous les candidats soient financés par l'État. C'est la seule condition pour qu'on vienne demander aux candidats de déposer leur compte de campagne. Ensemble pour le Gabon, parti politique d'opposition entend se tenir aux côtés des populations gabonaises face aux dérives du pouvoir. Notre vigilance sera de tous les instants et sur tous les sujets. Merci de votre aimable attention. Faites confusion, on va penser que ce sont les journalistes qui applaudissent. Bien. Merci d'avoir écouté cette déclaration. Si vous avez quelques demandes d'éclaircissement, je vais répondre à quelques questions. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a quelques semaines, vous avez déposé un recours à la Cour constitutionnelle concernant le report des élections liées en même temps aux inscriptions sur les listes électorales qu'au début des candidatures pour les prochaines élections législatives et locales. Où en est-on? Je dois d'abord expliquer que le dépôt de ce recours a eu comme origine
le constat fait de ce qu'il y avait une superposition et un conflit entre, d'une part, la date de renouvellement de la liste électorale avec les inscriptions qui se poursuivaient jusqu'au 12 octobre, au 14 août, je pense, 14 août, et au 12 août, et l'arrêt des dépôts de candidature initialement prévus le 7 août. Sachant que la Constitution et la loi électorale indiquent que pour être électeur, il faut être âgé de 18 ans et plus, et que pour être candidat, il faut être électeur. Et que de nombreuses personnes vont cette année voter pour la première fois et peuvent porter des ambitions de candidature. Or, si ces personnes ne figurent pas encore de manière définitive sur la liste électorale, elles ne peuvent pas se porter candidat. Dans le même temps, de nombreux compatriotes ont changé de lieu de vote. À la présidentielle, ils ont peut-être voté à Makokou, et aux législatives, aux locales, ils ont un intérêt à voter à Libreville, ou peut-être un parent est candidat, ou même son candidat, et que tant que cette liste de candidatures, plutôt la liste électorale n'est pas définitive, ces personnes ne sont pas certaines de pouvoir être prises en compte dans les circonscriptions. C'est ce qui a motivé ce recours fondé sur la Constitution, sur la loi électorale et mettant en cause le décret du ministre. La Cour constitutionnelle, à ce jour, n'a pas répondu. Vous savez, par le passé, beaucoup se sont plaints et ils ont considéré que la Cour, c'était la tour de Pise qui ne penchait que d'un côté. J'aime le dire, au moins, elle penchait et s'exprimait et disait des choses. La Cour actuelle, c'est le sarcophage, c'est la momie, c'est le cimetière. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction. Vous écrivez, zéro réaction. Ils enterrent tout, et puis le temps passe, et les candidatures ont été déposées, et le gouvernement poursuit tranquillement sa mise en œuvre, sans tenir compte des récriminations, des saisines, aussi bien par les citoyens que par les partis politiques. Et donc oui, nous sommes passés de la tour de Pise au sarcophage, à la momie et au cimetière. Ils n'ont pas répondu. Bonjour, Monsieur le Président. Lorsque nous sommes arrivés à cette déclaration, on pensait que vous alliez aborder le sujet des législatives et des locales, notamment la présentation des candidatures des candidats de votre parti Ensemble pour le Gabon. Est-ce que finalement votre parti politique a présenté des candidats à ces élections? Le parti politique Ensemble pour le Gabon a ceci de particulier qu'il a déposé le 30 mai 2025 ses instruments de déclaration. Ensemble pour le Gabon est né conformément à la loi gabonaise de la fusion entre deux partis politiques légalement reconnus, et donc ça ne devait faire l'objet d'aucune contestation. Dans ce cas-là, c'est dans 15 jours, dans les 15 jours que le ministère vous délivre le récépissé. Nous avons reçu le récépissé de déclaration de reconnaissance d'Ensemble pour le Gabon à 2 jours de la fin du dépôt des candidatures, ça veut dire le 5 août 2025, 2 jours avant. Mais malgré cela, nous avons procédé à l'investiture de nos candidats. Leur présentation se fera une fois que le ministère aura officiellement validé les candidatures, parce qu'on attend encore leur validation, et nous ferons une présentation officielle des candidats. Pour le moment, nous avons investi une vingtaine de candidatures législatives et à peu près une quinzaine de listes au local, à peu près sur l'ensemble du territoire. Il y a une province où on n'a pas pu investir de candidats pour des questions administratives. Est-ce que vous-même serez candidat? Non. Je ne le suis pas et je vous explique pourquoi. Je ne me suis pas engagé en politique et dans l'opposition actuelle pour chercher un poste. Ça fait déjà plusieurs fois que je le dis et que je l'explique. Je trouve que c'est pas cohérent d'avoir été, il y a 4 mois, en position de chercher à diriger ce pays, à être président, et se retrouver 4 mois après à chercher un poste à l'Assemblée. Ce n'est pas cohérent, d'une part. D'autre part, je m'étais engagé en 2023 à Makokou, auprès des miens, que cela serait ma dernière candidature à une élection au plan local, parce que j'estime qu'il faut pouvoir passer la main. J'ai été plusieurs fois député à Makokou, j'ai été conseiller municipal plusieurs fois. Je pense qu'il faut que d'autres énergies arrivent
et ne faisons pas en sorte d'éteindre les énergies. Plus longtemps vous restez en fonction, et plus longtemps vous empêchez que de jeunes énergies prennent le relais. Et donc j'ai choisi de ne pas être candidat. Monsieur le Président, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, la situation qui s'apparente aujourd'hui comme une saga judiciaire autour de la famille Ali Bongo, c'est bien Nolédé Bongo. Je souhaiterais que vous approfondissez votre réaction, votre réflexion. Comment réagissez-vous sur les remous et les déclarations qui sont faites, et non seulement par le procureur de la République et par la famille Bongo? Vous savez, on ne me fera pas le reproche du silence sur ces sujets-là. Je crois que de tous les compatriotes qui ont pu servir auprès d'Ali Bongo ou à ses côtés, j'ai assumé publiquement d'avoir travaillé à ses côtés. J'ai assumé d'être allé lui rendre visite à son domicile, et je l'ai assumé sans me cacher. Parce que j'estime qu'il y a la loyauté, mais à côté de la loyauté, il y a ma personnalité. Et ma personnalité, j'assume mon passé, j'assume mon parcours, mais je tire les leçons des erreurs commises pour améliorer mon avenir et notre avenir collectif. Nous avons là-dessus des contradictions flagrantes. On a le président Ali Bongo, dont l'exécutif actuel nous a martelé qu'aucune charge ne pèse contre lui et qu'il pouvait sortir à tout moment. Il est sorti et on a l'exécutif qui porte plainte contre lui. Pourquoi on n'a pas porté plainte contre lui au Gabon? Pourquoi attendre qu'il soit à l'étranger? C'est une première contradiction. La deuxième contradiction, c'est que l'exécutif nous a dit qu'il y aurait un jugement, que Madame Sylvia Bongo et Monsieur Nolédé Bongo seraient jugés. Et puis ils sont sortis du Gabon sans qu'on dise pourquoi ils sont sortis. Ils sont sortis, c'est une puissance étrangère qui nous annonce leur sortie. Nous sommes restés interrogatifs, nous et l'ensemble du peuple gabonais. Et sur ces deux sujets, l'exécutif n'a rien dit. Silence. C'est une méthode de gouvernance chez eux. Quand un sujet embarrasse, personne ne parle, ils se taisent, officiellement. Mais derrière, ils activent les réseaux avec quelques reculs de justice qui passent à la télévision, qui sont devenus des témoins de vertu. Ils s'appuient sur quelques activistes qui tout à coup ont découvert qu'ils peuvent encore parler et qui sont rémunérés fortement pour insulter les uns les autres. Vous voyez, lorsque nous disons ici qu'il faut pouvoir mettre en place des minima sociaux, nous l'avions dit pendant la campagne présidentielle, nous avons dit qu'il faut que chaque Gabonais puisse recevoir 150 000 francs CFA par mois. On nous a dit non, mais vous trouvez cet argent où? Et qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Vous avez quelqu'un qui a affirmé publiquement qu'il était payé à 4 millions par mois. 4 millions par mois, ça fait 26 Gabonais à qui on touche 150 000 francs CFA par mois. Vous avez certains qui ont 15 millions par mois. 15 millions par mois, c'est 100 Gabonais à qui on touche 150 000 francs CFA par mois. Voilà comment le pays est géré aujourd'hui. Et nous disons, il faut stopper ces dérives-là. Moi, j'ai été toujours favorable à ce que dans notre pays, on mette en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation, afin que nous sachions ce qui s'est passé dans le pays. Que s'est-il passé, si on veut, depuis 2009 jusqu'à présent, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé après l'AVC du président? Moi, j'ai été aux responsabilités à la place qui était la mienne. Mais il y a des gens qui étaient aux responsabilités à des places plus proches que celles que j'occupais, mais à qui on ne demande rien, et qui, eux, se pavanent. C'est-à-dire qu'à moi, on peut faire des reproches, parce que moi, aujourd'hui, j'ose me mettre debout pour dire je ne suis pas d'accord, mais tous ceux qui étaient là et qui ont rejoint l'exécutif actuel, eux, ils ont été blanchis. Et donc, vous avez une opération de recyclage, de blanchiment des uns des autres, et puis certains sont seulement condamnés pour leur nom. Et c'est ça qu'il faut refuser. Et je le dis aussi bien pour la famille Bongo là, que pour ceux qui sont encore en détention aujourd'hui, ou pour ceux qui l'ont été de manière arbitraire. Et là, vous avez un exécutif qui se blanchit lui-même, qui prend une loi d'amnistie, même plus une loi, une ordonnance pour s'amnistier. Mais regardez la Constitution. L'ordonnance, c'est pour les sujets qui sont des questions d'urgence pour la mise en œuvre du programme politique, du programme économique. Est-ce qu'on peut considérer que l'amnistie, c'est la mise en œuvre urgente du programme économique? Non. Et donc, si on avait même voulu faire l'amnistie, il fallait attendre qu'il y ait un parlement élu, que ce parlement soit rentré en fonction et qu'il y ait un vrai débat sur cette question d'amnistie. Ça concerne qui?
À ce jour, personne ne sait qui est le CTRI. C'est qui les membres du CTRI concernés par ces événements-là. Et on dit que c'est à la fois des militaires, mais aussi des civils. Bon, les militaires, on a vu 11 généraux, mais les civils, c'est qui? Il faut quand même que l'opinion sache de qui il s'agit. On ne peut pas effacer comme cela des crimes juste parce que quelqu'un est au pouvoir et il le décide. Et c'est ça que nous contestons. Donc oui, il faut que la justice soit indépendante. Oui, il faut qu'elle soit libre. Non, elle ne doit pas être instrumentalisée. Et cette question d'instrumentalisation aujourd'hui, on écoute ceux qui ont été en prison, soit Ali Bongo, notamment Bla et compagnie, ils disent que la justice a été instrumentalisée. On écoute M. Nourine Bongo qui a fait publier des vidéos, comme il a filmé la justice, ils ont dit que la justice est instrumentalisée. Donc il y a une constante. C'est qu'au Gabon, la justice n'est pas indépendante, elle est instrumentalisée. Donc si demain, vous entendez que je suis en prison, peut-être parce que j'ai dit des choses. Et c'est cela qui devient un problème. C'est que les Gabonais croient de moins en moins à leur justice. Elle est de plus en plus instrumentalisée au profit de celui qui est au pouvoir et qui peut vous dire en réunion publique, il vous dit c'est moi qui nomme les juges, l'État ne peut plus être condamné. Bon, donc à partir de cet instant, toutes les questions se posent. Il y a d'autres sujets, parce que le micro, et d'autres sujets d'actualité. On vous a vu justement à ce propos distingué dernièrement, c'est les décrets de plaidoirie. La semaine dernière, il y a eu le partage des premiers logements, une réaction. Moi, je n'ai pas voté pour M. Oligui. Et j'ai mené campagne contre lui. Mais j'ai lu son projet de société. Et j'ai écouté ses déclarations. Et dans ses déclarations, dans son projet de société, rien n'était prévu sur ce site-là. Il est parti en campagne et la première action d'envergure qu'il a posée, c'est de détruire les maisons de Gabonais. On parle là de 2000 personnes concernées. Et puis, on nous dit qu'ils ont relogé. La première chose, c'est qu'un ministre est passé à la télévision. Et il a dit qu'il y avait la liste des personnes qui avaient été indemnisées 2-3 fois. Et les Gabonais ont demandé à voir la liste. Je ne sais pas si vous qui êtes journaliste, vous avez eu accès à cette liste-là. Il n'y a pas de liste. Et donc, le gouvernement a menti. L'État a menti. Et un État qui ment, ça pose problème. Ce site sur lequel on a relogé, on fait croire aux Gabonais qu'ils ont construit des maisons pour ceux de pleine Nouriti. Non. Il s'agit d'un site destiné à un autre projet. C'est un site de relogement pour les populations impactées par les projets de bassin versant. Terre Nouvelle, Guégué et autres. Dans les 1070 logements qui ont été construits là-bas avec le soutien de la PEAC, c'est pour loger les populations impactées. Là, on vient déjà d'amputer presque 300 maisons de ce projet. Et donc, lorsque on va construire les bassins versants, que deviendront donc les populations impactées? C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, oui, j'ai été sur le terrain, j'ai maintenu des relations avec certaines populations. Comment un État peut appeler des gens à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, individuellement? Vous dites, bon, vous, faut pas dire aux autres, retrouvez-vous sur le site de Gabon Premier, il y aura un bus qui va vous prendre. Les gens sont levés à 4 heures du matin pour aller attendre des bus. Ils sont partis de là à 6 heures le matin. Et le président est arrivé sur le site à 16 heures. Donc, il y en a qui ont passé là 10 heures de temps, sans un verre d'eau, sans un morceau de sucre. Il y en a qui ont eu des malaises. Pour qu'on leur brandisse des clés, mais demandez si quelqu'un a passé la nuit après ces clés-là. Est-ce que quelqu'un est rentré là-bas? Non. On leur a montré les clés. On a dit, bon, les clés sont là. Mais venez à partir de mardi, on va vous montrer les contrats. Donc, à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas quelles sont les conditions d'accès à ces sites. Et puis, vous avez vu comme tout le monde, entendu comme tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas de pleine Nouriti, qui ont pas été impactés, qui ont eu des maisons. Il y a certaines familles impactées qui ont eu 5 maisons. Chaque membre de la famille a eu une maison. Il y en a d'autres qui ont été impactés, qui n'ont rien eu. Et donc, tout ça reste encore très flou. Il faut se féliciter. Non pas se féliciter, il faut être soulagé que quand même certaines familles vont pouvoir trouver un toit. Il faut être soulagé de ça. Mais il faut regretter qu'encore une fois, cette opération ait été menée sans étude, sans réflexion, sans humanité, de manière brutale et irréfléchie. Et ce gouvernement, c'est l'action avant la réflexion. Il faut inverser
Réfléchissons avant et agissons ensuite. Monsieur le Président. Ça sera la dernière question. Ah, d'accord. Oui. Monsieur le Président, dans votre déclaration, vous avez fait le diagnostic des l'état actuel du Gabon. Vous avez fait 4 propositions. La première est la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir sur la situation de Libreville. Vous qui semblez être hostile au pouvoir, est-ce que vous ne prenez pas à ces travaux si vous êtes appelé? Et puis, selon vous, ce groupe de travail devrait être composé de qui? Je ne suis pas hostile au pays. Je suis hostile à la gouvernance du pouvoir. Je dis encore une fois, on a des questions de fond. Ces questions de fond, aujourd'hui, nous amènent à nous interroger. Lorsque je suis en tournée politique et que, à Minzik, devant le procureur de la République, devant les gendarmes, devant les agents des services de renseignement, des populations viennent face caméra pour dire, Monsieur Bilibizé, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de Minzik. Le pouvoir s'est tué sur ça. Il n'a rien dit. Il a même encouragé cela. Bien. J'ai porté plainte. Ça fait plus de 6 mois. À ce jour, il n'y a aucune suite à cette plainte. Pour des gens qui sont visibles, que chacun connaît, on sait où ils habitent, il n'y a aucune suite. Parce que le pouvoir a protégé cela, ils ont couvert. Lorsque nous nous déplaçons dans le pays, si vous êtes de Tchibanga, que vous êtes ressortissant du département, si vous voulez être candidat à la mairie dans la ville de Tchibanga, on vous dit vous n'êtes pas d'ici, allez là-bas, département. Vous l'avez déjà vécu ou pas? On l'a vécu. Récemment, il y a eu des premiers apports gentils parce qu'un membre du gouvernement a parlé de l'autochtonie. Et donc, oui, nous sommes en République. Oui, la sociologie de l'estuaire a changé avec l'arrivée récente des populations des autres provinces qui sont installées dans l'estuaire, qui participent à la vie économique, sociale, culturelle de Libreville notamment et de Ntoum. Si on doit décider que pour être maire de Libreville, on n'a plus besoin d'être originaire de l'estuaire ou de Libreville, ce que moi je crois également. Mais dans ces conditions-là, interrogeons-nous sur le statut de Libreville. Parce qu'on ne peut pas appliquer à Libreville, qui aujourd'hui est une commune comme une autre, ce qu'on n'applique pas ailleurs. Donc si on veut demain que tout Gabonais soit candidat où il veut, faisons la réforme. Et là, vous voyez bien que le dialogue politique dit inclusif est passé à côté des vrais sujets. Parce que son but était en réalité de blanchir le coup d'État. Mais les vrais sujets qui arrivent sur la table aujourd'hui, où était le dialogue pour les aborder? Donc je dis, mettons en place un groupe de travail. Il y a dans l'estuaire une notabilité qui existe. Il y a dans le pays des gens qui ont de l'expérience, ils existent. Et une population réfléchie, intellectuelle, politique, société civile, ce qui en reste encore, peut se mettre en place un groupe de travail et ensuite consultation populaire. Ça peut être un référendum, qui sait. Ça peut être une consultation simple, qui sait. Mais ne faisons pas comme s'il n'y avait pas de réalité. On a vu le chef de l'État sortir tout le blanc vêtu, pieds nus au palais, pour se mettre debout, au passage d'une communauté qui célébrait ses traditions. Ce jour-là, personne n'a circulé dans Libreville, parce que ce jour-là, on a indiqué que c'est chez eux ici, ils ont une cérémonie. Tout le monde a respecté cela. Même le congrès du parti naissant a été repoussé par rapport à cela. Mais cette autochtonie qu'on a célébrée ce jour-là, pourquoi ça disparaît maintenant? Donc, faisons attention. Oui, moi, je suis prêt à participer. Si je suis appelé, ça, c'est les vrais sujets pour lesquels je suis prêt à participer avec Ensemble pour le Gabon et ceux qui seront partie prenante. Mais aller m'asseoir une invitation juste pour servir le décor, ça ne m'intéresse pas. Bien. Merci d'avoir été présent à cette déclaration. Je rappelle que les problèmes dont nous parlons sont des problèmes sérieux. On ne peut pas jouer avec des concepts. Le développement communautaire, c'est le renvoi de chacun à son ethnie. C'est le renvoi de chacun à son ethnie. Et donc, ça veut dire que l'État va décider de financer les ethnies. On parle de quoi exactement? Donc, tant que ce n'est pas défini, ça a été dit, mais il faut le définir. Et je rappelle simplement que la Constitution gabonaise ne connaît pas les communautés ethniques. Elle connaît le citoyen gabonais, elle connaît le peuple gabonais, la Constitution.
Et lorsqu'on parle de communauté dans la Constitution, ce sont des communautés religieuses. Ça veut dire que chacun de nous, indépendamment de son ethnie, de son origine, se retrouve dans une communauté religieuse. Mais ne renvoyons pas les Gabonais à ce qui demain peut poser problème. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté et toutes mes excuses encore pour ce gros retard. Il y a des travaux qu'on aurait pu